commençons avec la séquence Banque centrale qui commence ce soir avec la Fed et demain la Banque centrale européenne. C'est Sfia Salim qui est avec nous en plateau, responsable des vues stratégiques sur les taux Europe de Bank of America. Bonjour Sfia. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de vos vues chez Bank of America, mais c'est vrai que Bank of America apporte chaque mois des enquêtes réalisées auprès d'investisseurs, des enquêtes qui sont des enquêtes de référence. Alors, les marchés adorent les enquêtes, et pour le coup, les enquêtes de BofA en la matière sont des enquêtes de référence avec un historique long et des investisseurs qui sont toujours très attentifs aux résultats de ces enquêtes mensuelles. Sfia, les dernières enquêtes ont été publiées pour vous ces derniers jours. Est-ce que l'inflation est encore un sujet de préoccupation chez les investisseurs quand on sait que l'inflation globale aux États-Unis aura sans doute été divisée par 3 en un an au mois de juin? Oui, tout à fait. Au final, quand on regarde les résultats de l'enquête qu'on a conduite avec les fonds d'investissement obligataires, on se rend compte que l'inflation rebondit de nouveau dans la liste des inquiétudes. Le mois dernier, on avait vraiment énormément d'investisseurs qui restaient très inquiets par rapport à la fragilité des marchés financiers, à la situation des banques régionales aux États-Unis. Plus d'un tiers pensait que la fragilité des marchés était la préoccupation la plus importante. Cette fois-ci, on a eu un rebond des inquiétudes sur l'inflation. On a plus de 60% des investisseurs qui considèrent qu'une inflation assez élevée, toujours assez sticky, comme on persistante, dirait, persistante, représente leur inquiétude principale. Parce qu'aujourd'hui, en effet, la majorité des investisseurs sont déjà longs au niveau des obligations. Et donc, l'inflation persistante représente le risque numéro 1 de cette position. Comment vous évaluez effectivement les motivations de ces investisseurs? Pourquoi est-ce que cette inquiétude remonte peut-être au premier rang aujourd'hui? Et quelle est la vue que vous avez chez BofA justement sur la trajectoire d'inflation qu'on peut avoir en tête, allez, je vais dire pour les prochains mois, pour la deuxième partie d'année 2023, si on essaye de se fixer des horizons de temps à peu près raisonnables du point de vue de la prévision de l'inflation, Sfia. Encore une fois, en un an, l'inflation globale aux États-Unis aura été divisé par 3. Qu'est-ce qui peut se passer ensuite? Tout à fait. C'est assez intéressant de voir ces inquiétudes émerger de nouveau parce qu'au final, dans les derniers prints, que ce soit en zone euro ou hier aux États-Unis, on a vu quand même une baisse continue. Et même en zone euro, on a eu une surprise à la baisse pour le mois de mai. Donc, d'où vient ce rebond d'inquiétude? Je dirais c'est plutôt par rapport au fait que les données économiques reste très résiliente. Et donc, on s'inquiète du fait que, au final, l'inflation sur les services en particulier pourrait de nouveau rebondir. Par rapport à nos vues à Bank of America, on pense que aux États-Unis, les signes sont quand même très encourageants, que la baisse continuera. On a vu qu'hier en particulier, ce qui a dominé l'inflation sous-jacente, c'était les prix des voitures d'occasion. Oui, à nouveau. Aussi, et les loyers. Et les loyers, exactement. Mais autrement, le signal reste très encourageant et on pense qu'on verra des baisses supplémentaires sur l'inflation sous-jacente. C'est une question de temps. Voilà. Par contre, en zone euro, pour les mois prochains, il se peut qu'en effet, l'inflation sous-jacente reste très stable à des niveaux encore très élevés, au-dessus des 5%. On a des facteurs saisonniers en particulier qui vont jouer un grand rôle là. Un grand rôle, oui. Les moteurs de l'inflation en Europe, aujourd'hui de l'inflation endogène, de l'inflation sous-jacente, celle qui peut durer dans le temps, sont des moteurs différents désormais de ce qu'on a pu observer aux États-Unis, Sfia? Un peu plus en effet. On a par exemple des entreprises qui essayent de maintenir les marges et donc qui ne font pas passer assez rapidement la baisse des prix énergétiques dans les produits, par exemple, à consommation. Et puis, on a aussi une saison touristique à venir qui pourrait, en effet, aussi soutenir les prix aux services. Beaucoup plus que ça n'est le cas aux États-Unis.
Du côté des décisions de politique monétaire, désormais, donc la Fed livrera sa décision ce soir avec une série de nouvelles projections économiques également réalisées par le staff de la Fed. Le staff de la BCE réalisera et dévoilera également ces nouvelles projections demain. Pour la Fed, quelle est la vue de Bank of America à ce stade? Comment est-ce que vous comprenez le concept ou l'idée de la pause qui a été vendue par Jérôme Powell il y a un peu plus d'un mois maintenant, Sia? Alors, il faut dire que la Fed est déjà en zone très restrictive et ils reconnaissent qu'il y a quand même un décalage entre le moment où ces hausses de taux sont livrées et le moment où elles ont vraiment un impact sur l'économie. Donc, l'idée, c'est de faire une pause pour voir l'évolution de la transmission de la politique monétaire. Et le niveau d'inflation qui a été publié hier, encore une fois, très encourageant. Et encourageant. Ça leur permettra, on pense, de s'embarquer dans cette pause. Maintenant, il faudra, comme vous l'avez souligné, qu'ils gardent une marge de manœuvre. Parce qu'on a vu que le marché de l'emploi reste très robuste. Donc, il y a toujours une incertitude quant à l'évolution de l'inflation et la transmission de la politique monétaire. Il faudra qu'ils indiquent qu'il y a une hausse de taux potentiellement à venir. Mais c'est bien le marché du travail qui va être la clé de la décision de politique monétaire future, désormais. On pense que ça restera sur l'inflation, mais en effet, le marché du travail fait que la Fed a besoin de garder cette optionnalité. Et on pense qu'une manière de l'ancrer, c'est de changer la projection du taux de fin d'année dans leur dot plot. Relever un petit peu les perspectives des différents membres du comité pour la fin d'année. On pense qu'il y aura une hausse environ de 25 BP dans ce dot plot. Et puis le fait que la Banque de Canada, la Réserve Banque d'Australie ont haussé les taux après avoir entretenu l'idée d'une pause, cela aussi va ancrer cette possibilité dans l'état d'esprit des investisseurs américains. Très clair. Du côté de la Banque Centrale Européenne, qui est alors là très clairement votre domaine d'expertise, Sia, vous êtes responsable des vues stratégiques des taux Europe chez Bank of America. Beaucoup ou tout le monde considère que la tâche pour la Banque Centrale Européenne n'est pas encore terminée quand la Fed s'en approche, que la situation d'inflation est même peut-être plus complexe aujourd'hui en zone euro, avec un risque même de persistance plus important que ce qu'on a pu observer sur un an aux États-Unis. Est-ce que c'est la vue que vous avez également chez Bank of America? Et comment est-ce que vous comprenez la fonction de réaction de la Banque Centrale Européenne à ce stade? Non, absolument. On pense que tout d'abord, l'inflation restera plus persistante sur les mois à venir, déjà. Deuxièmement, que la BCE se préoccupe beaucoup plus de l'inflation actuelle que des projections à venir, alors que la Fed est déjà un peu dans un mode d'anticipation. Très exactement. Très clair. Et on voit que leur reaction function est vraiment dépendante de ces niveaux d'inflation sous-jacente en particulier. Donc, on anticipe en fait qu'il y aura toujours une hausse de taux cette semaine, une hausse de taux à venir en juillet et peut-être même une hausse de taux en septembre. Aussi, en termes de baisse, cette fois-ci, on pense que le marché aussi est trop optimiste avec l'idée qu'on aura des baisses de taux en début 2024. Parce qu'il faudra vraiment attendre que l'inflation soit très proche des 2% pour que cette banque centrale soit confiante, rassurée, suffisamment rassurée. Exactement, et délivre une baisse. Quand on a développé ces perspectives, Sia, quelles sont les implications pour les investisseurs, notamment alors sur les taux européens, on peut parler des taux américains également, sur l'ensemble de la courbe, là, est-ce qu'il y a déjà des niveaux et des points d'intérêt pour les investisseurs et je comprends que la situation peut-être entre les États-Unis et l'Europe, de ce point de vue-là, peut être différente. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, aux États-Unis, on recommande déjà aux investisseurs
de se positionner long duration, d'acheter les obligations américaines à partir de 3,75. D'accord. Clairement. Les 3,80 ce matin, c'est voilà. ça, sur Donc, 10 ans. pour nous, on est déjà en territoire attractif d'achat. Par contre, en zone euro, la fonction de réaction de la BCE qui est très différente, les données qui risquent en fait de surprendre un peu plus à la hausse aussi dans les mois à venir, étant donné que le consensus a déjà révisé énormément à la baisse les projections. Et puis, troisièmement, les émissions, le poids des émissions obligataires à venir, en particulier d'ici aujourd'hui à septembre. Pour nous, ces trois facteurs soulignent la possibilité d'une hausse supplémentaire des taux. Donc une baisse de la valeur des obligations, c'est ça, encore possible devant nous. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour s'embarquer dans des positions très larges, longue duration. Un mot également, alors l'offre d'émissions obligataires va être importante cet été. Il y a aussi cette partie de remboursement de TLTRO qui arrive. Ce sera peut-être d'ailleurs un sujet pour la réunion de la Banque Centrale Européenne demain et la conférence de presse de Christine Lagarde. On est autour de 500 milliards qui vont être remboursés par les banques de la zone euro dans les prochains jours, d'ici la fin du mois de juin. Est-ce que le marché est à l'aise avec cette situation qui va être quand même un choc de liquidité un peu négatif à encaisser? On n'a pas l'habitude, Sfia. Les impacts potentiels sont connus, on a réussi à les comprendre ou c'est encore à voir? Je dirais que c'est encore à voir. Au final, on a environ 500 milliards qui vont être remboursés à la BCE en fin de mois. Quand on regarde les différents systèmes bancaires européens, on voit que, par exemple, en Italie, les banques ont moins de cash à la BCE que d'autres empruntées, même pour les TLTRO. Je comprends. Donc, elles n'ont pas assez de cash, a priori, pour tout rembourser. Maintenant, l'opération de juin a été très connue et très déjà anticipée. Donc, on pense que les préparations ont été effectuées. On a eu énormément d'émissions obligataires de la part des banques en premier trimestre. Mais ce qui nous inquiète, c'est vraiment les remboursements supplémentaires au-delà de juin. Et aujourd'hui, on pense que le marché sous-estime l'impact en particulier des remboursements début 2024. On ne voit pas du tout de stress sur les taux courts. Il faudra voir, par exemple, si au final le marché ne s'attend pas déjà à ce que la BCE mettre à nouveau des opérations sur la table. Voilà. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir un peu de découragement cette semaine si la BCE ne communique pas plus précisément sur cette question-là. On verra. La dernière réunion, le sujet n'avait pas été abordé ou très peu. On verra si cette fois le sujet prend un peu plus d'ampleur peut-être dans les discussions et la conférence de presse de Christine Lagarde. Merci beaucoup Sfia Salim qui était avec nous en plateau, responsable des vues stratégiques sur les taux Europe de Bank of America.